Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. L'intelligence artificielle est-elle un outil comme un autre ? La Fourmi dans la coquille, saison 1, épisode 5, le geste créateur. Considérer l'IA dite générative comme un simple outil est une erreur. Par le principe même de son fonctionnement, elle dépossède l'auteur de son geste créatif et créateur. C'est assez courant de dire que l'IA, y compris l'IA générative, n'est qu'un simple outil comme un autre. On la compare à l'arrivée de la photographie, des outils de dessin numérique ou encore de l'image de synthèse. Mais c'est oublier un élément primordial, en plus des implications philosophiques liées à son usage dont on a pu parler dans les épisodes précédents. C'est que, par le principe même de son fonctionnement, elle nous dépossède de notre geste créateur, que ce soit le geste du peintre avec un pinceau, la posture d'un photographe, le maniement même d'une souris d'ordinateur, ou encore les lignes de code alignées par un programmeur. C'est même d'ailleurs exactement pour cette raison que l'IA est tant louée. C'est quand même pas anodin que la principale qualité qu'on lui trouve, la principale exclamation qu'elle provoque, concerne la main-d'œuvre économisée, la disparition du labeur artistique. Ça va plus vite. Mais est-ce vraiment ce que l'on souhaite ? Réécoutons les mots de Chris Renaud, qui pourtant travaille sur des productions qui tiennent plus du divertissement que l'œuvre d'art. Nous ne sommes pas que des cerveaux, nous avons des corps avec lesquels nous créons l'art, que ce soit en jouant d'un instrument, en utilisant un pinceau, en utilisant une tablette graphique. Taper un prompt n'est pas de l'art. Malgré l'arrivée des techniques digitales, qu'elles soient l'image de synthèse 3D, le dessin, l'animation vectorielle ou encore la peinture numérique, les artistes numériques accordent très souvent une attention particulière à donner à leurs œuvres un aspect traditionnel et analogique. En fait, les outils numériques ont tendance à nous faire produire des œuvres qu'on va dire froides, digitales, qui manquent de personnalité, de chaleur. J'ai moi-même travaillé sur de nombreuses productions de cinéma d'animation, aussi bien en 3D qu'en animation 2D. Dans beaucoup de ces productions, une partie conséquente de mon travail était justement à tenter d'atténuer le côté trop froid et trop digital, trop propre, trop parfait des outils numériques qu'on utilisait pour gagner du temps, tout simplement. Et le travail était de retrouver les accidents, les imperfections, la chaleur des techniques analogiques et traditionnelles. L'usage de l'IA pour la génération d'images serait un pas de plus dans cette mauvaise direction qui nous éloigne de cette chaleur née des imperfections, de l'inattendu, du geste physique qu'on cherche désespérément à retrouver et à garder dans les œuvres qu'on fabrique. Mais surtout, la génération automatique a exactement le défaut de sa soi-disant qualité. Elle nous prive du temps. Quand on élabore une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, le temps passé à fabriquer, à écrire, à jouer, à interpréter, à peindre, à dessiner, c'est une étape absolument indispensable. Le geste, le travail sont des moments d'introspection, de réflexion, de prise de recul sur l'œuvre en cours de fabrication. Il y a une chose que j'ai apprise tout au long de ma carrière dans les milieux artistiques, c'est que le temps fait mûrir l'œuvre. Le temps permet à l'auteur de prendre le recul nécessaire, de prendre de la hauteur, de réévaluer son propre travail, de le voir, de l'entendre, de le comprendre avec un œil neuf. Et ça, c'est vrai aussi pour du travail qui est moins artistique, que je constate via mon autre carrière un peu plus technique, celle de développeur informatique. Prendre le temps du recul, ça permet de découvrir de nouvelles approches pour résoudre des problèmes ou répondre à une contrainte. Et ce temps de recul indispensable, il nous est apporté, il nous est même imposé par le temps de fabrication, le temps du geste, le temps de l'artisanat. C'est pendant ce temps-là aussi que nous progressons sur notre art, que nous gagnons en expérience, que nous apprenons et que nous perfectionnons notre artisanat. Mais on est aussi fainéant. Ça, c'est l'évolution naturelle qui nous fait préférer les chemins les plus courts. Ceux qui minimisent la dépense d'énergie, quitte à se jeter sur toute nouvelle technique qui nous volera le temps de fabrication et anéantira notre artisanat au détriment de la maturité de nos projets. C'est ça que nous vend l'IA avec ses promesses de facilité et de rapidité. Et en tant qu'animaux, on ne peut que se jeter dessus, à moins d'un très gros effort de résistance. C'est cet effort, à mon avis, qui fait de nous des humains et qui nous différencie la majorité
majorité du vivant. Nous pouvons faire le choix d'aller contre nos instincts. L'humain a inventé la morale, le choix de ne pas utiliser l'IA en fait partie. Confucius disait « Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. » Ce qui fait l'écrivaine, ce qui fait le peintre, ce qui fait la musicienne, ce n'est pas le fait de terminer des œuvres, qui plus est le plus rapidement possible, c'est bien au contraire le fait même d'écrire, de peindre, de jouer la musique. Ils sont nombreux celles et ceux qui se lancent dans l'écriture d'un roman par exemple, ou qui ont la volonté de se mettre à la peinture, ou qui commencent l'enregistrement d'un podcast. Mais la part de ceux qui vont au bout est beaucoup plus faible. Une explication là-dedans, c'est que ces artistes en herbe ne se lancent pas pour les bonnes raisons. Commencer l'écriture d'un roman en s'imaginant déjà le publier, signer les dédicaces, lire les critiques, c'est vouloir sauter la phase d'écriture et ne pas se lancer pour les bonnes raisons. Alors oui, bien sûr, on écrit pour être lu, mais il faut aussi écrire par plaisir d'écrire. Le temps de l'écriture est de loin le plus important dans la vie de l'écrivain. Être auteur d'une œuvre, qu'elle soit écrite, visuelle, auditive, c'est aussi en grande partie vouloir prendre le temps de l'artisanat, le temps de la fabrication et y trouver son plaisir. C'est aimer taper du texte, c'est aimer manier un archet, manier son pinceau, son crayon ou son stylet. C'est apprécier le temps passé à l'ouvrage, c'est avoir conscience qu'il est un temps de maturation et c'est ressentir l'exaltation ou la déception d'ailleurs, de voir ou entendre l'œuvre prendre forme, parfois dans une direction imprévue. Par exemple, moi, personnellement, je prends un très grand plaisir à peindre manuellement les aplats de couleurs quand je colorise mes illustrations, alors que mon logiciel serait tout à fait capable de remplir mes formes d'un simple clic, et sans IA d'ailleurs. Ce geste, c'est aussi laisser une place à l'expression de son inconscient. Tous les artisans et les artistes connaissent un état d'esprit et du corps bien particulier, hors du temps, où, tout à leur ouvrage, ils y sont plongés, ils se laissent emporter par la vague, ils perdent la perception du monde extérieur en étant tout à leur flux créatif. Ça, c'est le stade dans lequel on est le plus productif. Notre corps et notre esprit ne font plus qu'un, entièrement absorbés par l'ouvrage. Ce stade de grande créativité, qui peut d'ailleurs être collectif, je pense à un groupe de musique en plein bœuf, il ne s'atteint qu'au bout d'un certain temps passé à l'ouvrage. Il faut du temps pour rentrer dedans, et il peut même être brisé d'une brève interruption, d'une simple distraction. Moi, personnellement, il n'y a rien qui me rend plus fou que d'être perturbé, distrait pendant que j'écris ce podcast et que je perds le flow. Et pendant ce temps où le geste devient presque automatique, l'inconscient peut faire surface. N'importe qui utilisant une IA générative ne connaîtra jamais ce plaisir du geste, ni cet état de flux créatif si particulier. On s'en prive par ignorance, ou bien parce qu'on souhaite plus créer l'œuvre, mais avoir l'œuvre. En fait, utiliser l'IA, pour moi, c'est vouloir passer la ligne d'arrivée sans avoir couru le marathon. C'est le selfie au sommet de la montagne sans ascension. C'est la valeur sans le travail. Peu importe la manière de fabriquer, ni même d'ailleurs qui fabrique, seul le résultat compte, et l'œuvre alors peut-elle encore avoir un sens ? Quelle place reste-t-il dans ce cas à l'accident, à l'inconscient, à la maturation, à la sérendipité créative ? Ce serait très naïf de croire que tous ces aspects ne se retrouvent pas dans l'œuvre finale. Ils sont la raison même pour laquelle l'IA est absolument incapable de créer plus qu'une soupe consensuelle. Certaines mauvaises langues nous diront que l'usage d'une IA générative ne prive pas du geste et de l'artisanat. C'est pas faux que l'IA, que ces gens voient comme un simple outil, nécessite plusieurs essais et erreurs, qu'elle nécessite de trouver le bon prompt, de sélectionner la bonne image, voire même de faire preuve d'ingéniosité pour combiner différentes IA. Mais je vous pose la question, peut-on vraiment croire que rédiger un prompt et passer 1 heure ou 2 d'essais-erreurs à regarder un ordinateur générer des produits finis est comparable au geste créatif de quelque artiste qui soit ? On peut noter d'ailleurs qu'en France, par exemple, la rémunération du réalisateur d'un film est divisée en deux. Il y a une moitié qui est versée en droit d'auteur, qui rémunère le travail intellectuel, ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Ça, c'est la partie créative, mais il y a aussi une deuxième moitié qui est la rémunération du travail technique, ce qu'on pourrait qualifier du coup d'œuvre du corps. Et les deux sont légalement obligatoires.
Ça reconnaît l'indissociabilité de l'artisanat et de l'intellect dans la fabrication de l'œuvre complexe qu'est un film. Pour moi, on devrait pouvoir étendre ça à tous les métiers artistiques qui sont à égalité composés d'une œuvre de l'esprit et de l'œuvre du corps. Revenons à ces gens qui soutiennent que l'intelligence artificielle est un outil et qui comparent volontiers l'arrivée de l'IA à l'arrivée de la photographie ou des techniques d'imagerie numérique. Ces gens omettent le fait que la photographie, tout comme l'image numérique, nécessite quand même toujours une démarche artistique entière, aussi bien intellectuelle que pratique. Le photographe, il doit non seulement connaître et savoir manier son matériel, mais il doit aussi savoir mettre en scène ou partir à l'affût, il doit savoir saisir une image précise à un instant précis, après des heures de recherche, de préparation, d'attente, d'exploration. C'est pas seulement une question d'appuyer sur un déclencheur. Alors oui, l'IA générative utilisée comme source, comme matière première pour la réalisation d'une œuvre plus vaste pourrait être vue comme un simple outil, mais est-ce qu'elle a été vraiment conçue pour ça? Est-ce qu'elle est vraiment vendue comme ça? Absolument pas. L'argument de vente ne tient que dans l'instantanéité et la facilité du résultat. Voici d'ailleurs ce que dit Marc Verdoux, vice-président en charge de l'IA générative pour les jeux chez Netflix. Cette technologie de transformation accélérera la vitesse de développement et débloquera des expériences de jeu tout à fait nouvelles. L'IA étant un catalyseur et un accélérateur, elle permettra aux grandes équipes de jeux de travailler beaucoup plus vite. Il affirme que le temps gagné grâce à l'IA permettra de créer de meilleurs jeux plus novateurs. Mais franchement, où est le lien permettant cette affirmation? Il ne nous le dit pas, et pour cause. Jamais le fait de fabriquer quelconque objet de manière plus rapide n'a permis de le rendre meilleur en aucun point. Il n'y a aucun lien de causalité, en particulier dans les domaines créatifs qui sont notre sujet ici, à moins qu'il ne sous-entende qu'il y ait d'autres propriétés de l'IA générative qui permettent ce gain de qualité, mais dans ce cas, quelles sont-elles? Nous ne le savons pas. Je ne parle jusqu'à maintenant que de l'IA qu'on dit générative, mais qu'en est-il de l'IA comme outil spécifique et spécialisé? On peut revenir déjà au nom de machine learning ou apprentissage automatique pour évacuer un peu le contresens que représente le mot intelligence dans ce contexte. En tout cas, la multiplication des outils utilisant cet apprentissage automatique nous enlève aussi une part de geste, une part d'artisanat, de la compréhension de ce que l'on fait. Ces outils ont tous les biais et défauts dont je parle ici. Ils remplacent des méthodes analytiques qui élèvent le savoir au profit de méthodes brutales et stupides. Ils posent les mêmes problèmes socio-économiques et environnementaux dont on a déjà parlé dans les épisodes qui précèdent. Je vais prendre un exemple précis dans mon métier, dans la production audiovisuelle. Quand on fabrique certains effets spéciaux à intégrer dans des prises de vue, on a souvent la nécessité de faire passer des éléments en image de synthèse derrière un sujet qui apparaît au premier plan dans l'image filmée. Alors, on a plein de techniques de fond vert, de fond bleu, mais en général, on a souvent à faire un travail manuel ou quasi manuel de ce qu'on appelle la rotoscopie. C'est le fait de dessiner un cache, image par image, pour obtenir la silhouette du sujet en premier plan, pour pouvoir découper et masquer l'élément en image de synthèse qu'on veut faire passer derrière. Alors, c'est un travail terriblement rébarbatif, a priori sans intérêt, et qui aujourd'hui est de mieux en mieux fait par justement des outils d'apprentissage automatique qu'on labellise un peu abusivement IA. N'empêche que ce travail rébarbatif, il permet quand même à un débutant dans le métier de comprendre plein de concepts hyper importants sur le fonctionnement technique d'une image animée. Ça permet par exemple de bien comprendre les problèmes de résolution, de motion blur, de flou de mouvement, de pixels, d'entrelacement éventuellement. Et ça fait ça par la pratique et presque inconsciemment. Ne plus faire ce travail manuellement, c'est aussi une perte intellectuelle vue comme ça dans une certaine mesure. Il y a de nombreux exemples comme ça. On pourrait faire la même analyse par exemple sur l'application des textures sur des objets en 3 dimensions. C'est un autre travail très rébarbatif de mon domaine qu'on appelle le dépliage UV techniquement, mais ça implique des notions complexes de topologie mathématique, de projection, mais aussi de résolution d'image, de déformation, de mouvement, d'étirement. Et toutes ces notions-là, on les appréhende sans s'en rendre compte par la pratique quand on fait cette tâche rébarbative, alors que cette tâche pourrait rapidement disparaître avec l'usage de l'IA. Et comme on l'a dit dans un épisode précédent, en plus, utiliser de l'apprentissage automatique pour automatiser ce genre de tâches fait que même le développeur ne sait plus
comment on fait la tâche. Il y a une vraie perte de connaissances à l'échelle de l'espèce humaine dans le fait de remplacer ces tâches rébarbatives par de l'apprentissage automatique. Je vous invite à ce sujet à réécouter le 3e épisode de la saison 1 de La fourmi dans la coquille qui s'appelait Rationalisme, empirisme et boîte noire. Ces exemples, je les ai choisis parmi de nombreux exemples possibles et ils nous montrent comment une nouvelle technique peut faire disparaître un savoir-faire aussi bien que des connaissances acquises de manière empirique. On pourrait croire que c'est le cas de n'importe quel automatisme, mais l'apprentissage automatique est fondamentalement différent des autres algorithmes. Là où les autres types d'automatisation sont en réalité un transfert des connaissances depuis l'usager vers le concepteur de l'automatisme, et qui nécessite un travail d'analyse et d'abstraction, avec l'apprentissage automatique, la connaissance, elle est dissoute. Le concepteur de l'IA, il n'a même pas besoin d'accéder à la connaissance et à l'expérience des usagers et de leurs techniques et de tout ce qui les sous-tend. Le niveau de savoir général diminue. Alors on pourrait quand même penser que ces outils, en remplaçant non seulement des tâches rébarbatives, mais aussi des tâches complexes et difficiles à apprendre, pourraient être une émancipation créative, en libérant l'artiste de toute difficulté technique. Encore une fois, cette pensée est un peu naïve. Je sais bien, comme tous les gens qui enseignent, que la créativité des étudiants est décuplée par les contraintes qu'on leur donne, des contraintes aussi bien techniques qu'artistiques. Et ça se confirme rapidement avec l'expérience professionnelle par la suite. C'est toujours de la contrainte que naît la créativité, des règles qu'on nous donne ou qu'on se donne. Je vous donne des exemples en animation, vous avez probablement tous déjà vu des cartoons dans le style de Tex Avery. Eh bien, les petits nuages de fumée laissés par un personnage qui part à toute vitesse, ou les déformations de Bip Bip le coyote lancé à pleine vitesse, ses bras qui se multiplient lors des mouvements les plus amples et les plus rapides, tout ça sont devenus des codes et des clichés qu'on utilise régulièrement en animation cartoon, mais ces méthodes sont bien nées des contraintes posées par la fréquence d'images limitée du cinéma et de la télévision, des seulement 24 images par seconde qu'on a qui empêchent de représenter des mouvements très rapides. Je vais prendre un autre exemple dans le cinéma avec les simples contraintes budgétaires qui sont elles aussi une grande source de créativité. Mon exemple, c'est le film Mad Max. Le film n'avait quasiment aucun budget pour les effets spéciaux, et pourtant le montage du film est extrêmement dynamique. Alors je suis désolé, je vais vous spoiler un petit peu le film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, et il est grand temps de le voir, mais c'est pas bien grave, le film reste magistral quand même. Il y a un plan pivot dans le film, hyper important, où Jessie, l'héroïne, et son bébé Sprog sont percutés par un gang de motards. Et sur ce plan, rien n'est visible à l'image, le montage cache tout et c'est d'une efficacité magistrale. Il n'y a aucun besoin de cascade ni d'effets spéciaux, on comprend quand même, et c'est d'une violence inouïe. On peut noter d'ailleurs que cette qualité exceptionnelle du montage du film a nécessité 5 mois de travail et a apporté des solutions qu'aucune IA n'aurait pu trouver. On est très loin de l'usage d'outils qui peuvent tout faire et rapidement. C'est précisément de là que vient la qualité du film, qui ne brille ni par son scénario ni par sa qualité technique, mais bien par ses choix de mise en scène, de montage, ses choix purement artistiques qui sont nés de la contrainte budgétaire. Soit dit en passant, ce film a détenu le record mondial sur le rapport entre les recettes et le budget pendant 20 ans, jusqu'à la sortie du projet Blair Witch en 1999. On peut émettre quand même une remarque un peu plus positive à ce que je dis. Effectivement, on peut imaginer que le temps libéré par l'usage de l'IA comme outil d'aide à la fabrication puisse être mis à profit dans d'autres domaines et que finalement, le bilan philosophique, éthique et moral soit finalement neutre. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Et moi, je pense qu'il est raisonnable de douter qu'on atteigne cette neutralité dans les impacts, alors que la cause profonde de la démarche originelle est la fainéantise naturelle de l'animal que nous sommes. L'IA vue comme un simple outil, c'est bien une limitation à la créativité. On y voit un intérêt quand on est dans une démarche plus technique, plus appliquée, où des enjeux économiques appellent à la réduction du temps de travail, et donc tirent vers la médiocrité. On peut ainsi se poser des questions plus profondes. Pourquoi veut-on une société où la sortie rapide d'un produit passe avant la qualité du produit et la maîtrise fine de sa fabrication ? Pourquoi faire les choses toujours plus rapidement ? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir terminer le travail toujours plus rapidement alors qu'on est si fasciné par le travail des moines quand ils font un mandala dans du sable en y passant des jours entiers en faisant preuve d'une concentration et d'une patience qui nous dépassent ?
Je remarque quelque chose à ce sujet. Il y a un genre bien précis de posts sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram, qui a un vrai succès aux antipodes de cette IA générative qui fait aller plus vite. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos qui présentent, en accéléré bien sûr, des processus de fabrication très complexes, très longs, très minutieux, d'artistes et d'artisans, qui fabriquent par exemple une chaise en osier, ou qui peignent avec une précision incroyable une immense toile. Ces posts prouvent bien l'admiration qu'on porte à la minutie, à la patience, à la maîtrise du geste, tout ce que l'IA nous enlève. En fait, il faut bien comprendre que le besoin de vitesse, il naît de la concurrence qui elle-même est une conséquence de notre système capitaliste, libéral et mercantile. On répète à l'envi que c'est de la concurrence que naît l'innovation. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de prouver à travers cet exemple de l'IA qui nous pousse à aller toujours plus vite et moins bien, en s'inscrivant dans cette économie de la rapidité, que la concurrence, au contraire, nous tire vers la médiocrité ? Est-ce qu'on ne nous empêche pas, tout simplement, de prendre le temps de faire les choses bien et minutieusement ? Dans le prochain épisode de La fourmi dans la coquille, nous continuons à explorer les impacts de l'intelligence artificielle sur la créativité et en particulier sur la sérendipité à travers l'exemple du remplacement des moteurs de recherche par des robots conversationnels. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit dans la vie réelle ou numérique, et qu'il soit écouté par un maximum de monde. Pensez aussi à liker, mettre des pouces levés, des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ça devrait aider à faire qu'il soit un peu mieux reconnu par les algorithmes de recommandation dont on dépend aujourd'hui pour la diffusion du savoir. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.